Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à l'environnement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, très sérieux, l'eau et la forêt. Bien évidemment, le lien n'est pas forcément évident, il n'est pas systématique non plus, donc entre l'eau et la forêt. La forêt mahoraise peut-elle jouer le jeu de l'amélioration de la ressource en eau, Anne-Constance ? Oui, c'est le cas à Mayotte. Les études l'ont démontré. Donc, préserver notre forêt, quelque part, c'est assurer notre avenir. Évidemment, dans un département où la ressource en eau dépend de la pluie à plus de 90%, savoir la stocker, ça devient évidemment capital. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons comprendre comment la forêt de Mayotte participe à la constitution de nos réserves d'eau. On va en parler sur le plateau avec des invités. Forcément, on va avoir Jeannette Lartigue, la directrice de l'ONF Mayotte. On aura également Nawirou Vita, exploitant d'eau potable au SMEAM. Et puis, on aura évidemment Chanrani Souadri, chef de bureau plan et travaux forestiers au conseil départemental 976 sur le terrain, au cœur de la forêt. Nous découvrirons le circuit de l'eau avant d'arriver jusqu'à nos rivières et donc un peu plus tard dans les usines de potabilisation. Enfin, en fin d'émission, on va retrouver évidemment Anne-Constance qui nous donnera quelques chiffres sur ce thème. Sujet important, l'eau et les forêts. Vous le savez, chaque année maintenant, à la fin de la saison sèche, nous devenons inquiets. On manque d'eau. Nous allons découvrir dans ce reportage les mécanismes permis par la forêt pour que la nature capte l'eau. Elle peut le faire toute seule. Mais il va falloir mettre en place un certain nombre de choses. En un mot, les agents de l'ONF vont nous expliquer comment et surtout qu'est-ce qui se passe avec l'eau de pluie. Un superbe reportage avec des images magnifiques et parfois bouleversantes, signé Pierre Bellucci et Daniel Dunant. L'île au lagon est pluviodépendante à 98%. Cela signifie que sans eau de pluie, nous ne pouvons pas subvenir à nos besoins en or bleu. Au sein du département, l'Office national des forêts a démontré, au travers d'une étude, qu'il existe un lien étroit entre couvert forestier et eau disponible. Il y a vraiment un effet éponge de la forêt. Pendant la saison des pluies, l'eau tombe dans les forêts, arrive à rentrer dans le sol parce qu'il y a les racines, parce qu'il y a des branches qui fait que l'eau est ralentie, il y a les feuilles mortes. Et pendant la saison sèche, elle va pouvoir ressortir progressivement et donc alimenter les rivières, y compris en saison sèche. Alors que si on n'a pas de forêt, on a pu voir que en fait, dès qu'il pleut, l'eau part directement dans la ravine, dans la rivière, dans le lagon. Et cette eau, elle est perdue pour l'écosystème terrestre. Mayotte se situe encore et toujours dans un contexte de crise de l'eau, en marge de l'accroissement des besoins liés à la démographie. Le défrichement et la déforestation sont en effet source d'assèchement des rivières. Quand on regarde les raisons de cette diminution du débit, en levant la tête vers le bassin versant qui alimente la rivière de l'Euroveni, qui est tout le bassin versant du mont Kombani jusqu'à vers Kahani, on constate une déforestation massive et qui explique aujourd'hui le fait que le débit de cette rivière a considérablement diminué. Si des travaux ont débuté ces dernières années afin d'augmenter les capacités de stockage des eaux de pluie, l'une des solutions pour que les rivières soient alimentées reste de revégétaliser certaines zones de l'île. Si on plante 100 hectares de forêt, on aura 500 000 m3 d'eau en plus dans les rivières en saison sèche. Ce qui est quand même un très bon rapport qualité-prix par rapport à des campagnes de forage par exemple. En 2019, des travaux de revégétalisation ont débuté du côté de la forêt domaniale du mont Kombani. Des espèces indigènes ont ainsi été plantées sur des zones à fort potentiel de rétention d'eau. Après avoir enlevé ces espèces invasives, on est passé avec une débroussailleuse et on a débroussaillé tout le terrain.
Après, on a fait des potets. Les potets, c'est des trous de 30 sur 30, où là, on a planté donc 2500 plants. Ces plants, c'est bien des espèces indigènes, quoi. Comme le barabaille rouge, il y a du tamarinier, après il y avait des bacos, takamaka, enfin différentes espèces, quoi, pour faire un mélange, pour ne pas avoir une espèce uniforme. Préserver les forêts de l'île, c'est protéger l'une des ressources essentielles à notre survie. Face à la menace de pénurie d'eau qui plane au-dessus du territoire, chacun doit aujourd'hui en prendre pleinement conscience. Et Dieu sait qu'il a raison, Pierre Bellucci, on doit en prendre conscience. On a des invités ce matin pour revenir sur cette problématique. Jeannette Lartigue, on la connaît bien maintenant sur ce plateau, c'est la directrice de l'ONF. On va lui dire bonjour. Jeannette, bonjour. Bonjour. On a également Nawirou Vita, il est directeur d'exploitation en eau potable, évidemment, au SMIAM. Nawirou, bonjour. Et on a également Chanrani Swadri qui est avec nous. Il est chef de bureau plan et travaux forestiers au conseil départemental. Il est également venu plusieurs fois sur notre plateau. Chanrani, bonjour. Bonjour Patrice. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, Nawirou, si vous êtes d'accord. Quels sont nos besoins en eau à Mayotte? Est-ce qu'on a réussi à les chiffrer précisément? Et depuis plusieurs années, éventuellement? Tout à fait, on connaît nos besoins en eau. On a une capacité de production aujourd'hui à 36 000 mètres cubes jour. La capacité totale de production, hein, ouais. 36 000 mètres cubes jour. En 2018, on a on a produit 32 000 mètres cubes jour. En 2019, 32 700 mètres cubes jour, ouais. On a fait. Et cette année, on compte entre 34 et 36 000 mètres cubes jour. Ça veut dire que cette année, on arrive à notre capacité maximale de production. Donc, il faut faire beaucoup de recherches et pour pouvoir augmenter cette capacité de production. Pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est très important ce que vous nous dites là. Ça veut dire qu'aujourd'hui à Mayotte, on ne sait pas produire plus aujourd'hui que ça. Et nos besoins continuent d'augmenter. Tout à fait. Justement, ces besoins, ils augmentent à quelle vitesse? On est entre 11 et 12% d'augmentation constatée depuis 2019, ouais. 2018-2019. Par contre, dans le cadre du schéma directeur, on table sur une augmentation entre 4 et 5% d'augmentation. Ça, c'est pour les années qui viennent? Pour les années qui viennent. Est-ce qu'on arrive à savoir à partir de quand? C'est trop tôt. On sait qu'on va augmenter dans les proportions de 10% dans les 2-3 ans qui viennent, parce qu'il y a des ménages qui s'installent. Après, il va y avoir des aménagements, des enrouilles qui vont sortir, en Petit Terre, Mamoudzou et Kungu. Et ça va nous amener une augmentation assez conséquente. Donc, dans les 3 à 4 ans qui viennent, on espère que cette augmentation va flancher ouais. vers le bas. Ouais. Dans d'autres départements de France, il n'y a pas que la pluie, il y a aussi les sources, les montagnes. Jeannette, nous, c'est essentiellement, voire que la pluie. Oui, c'est ça, Quasiment. parce que mis à part l'usine de dessalement qui est sur Petite Terre, nous c'est la pluie, et puis ensuite c'est de la pluie qui, avant d'être captée, elle sera soit pompée dans les rivières, soit elle sera allée dans les retenues collinaires, ou alors si elle a pu s'infiltrer en profondeur, elle est ensuite captée par les forages. Ouais, donc 90% c'est la pluie. Oui, c'est ça, même plus. Peut-être plus même. Ouais. Chanrani, alors là, on manque d'eau, ça c'est clair, on le sait, on le voit chaque année à la fin de la saison des pluies. Est-ce que le fait de dépendre en permanence du ciel, donc de la pluie, est-ce que c'est viable dans le temps? Non, je pense qu'il va falloir absolument aussi, en parallèle, qu'on trouve d'autres solutions, puisqu'on a tendance à voir que la population de Mayotte ne cesse d'augmenter et que les dépenses et les consommations d'eau, évidemment, suivent. Ouais. Donc, si nous dépendons effectivement, comme vous avez dit, de la pluie actuellement,
et qu'il suffit qu'il y ait un moment donné ou une année ou une saison qu'il n'y ait pas de pluie, et là on aurait peut-être beaucoup d'ennuis, ce qui est peut-être le cas aujourd'hui. Et donc créer par exemple des usines de dessalement ou d'autres alternatives serait peut-être bienvenu aujourd'hui ou plus tard pour qu'on puisse pallier à ce problème. Une des solutions, Jeannette, c'est la forêt. La forêt amène des solutions. Alors, elle amène des solutions sur un pas de temps qui est différent, parce que là, quand on entend les chiffres qui viennent d'être annoncés, on est sur une situation d'urgence. Ouais. Ensuite, si on réfléchit au plus long terme sur des solutions plus pérennes, la forêt, c'est une éponge, elle apporte des services vitaux qui permettent ensuite de retrouver en rivière, justement pendant la saison sèche où on n'a pas d'eau, elle permet d'avoir un débit dans les rivières qui est satisfaisant. Vous dites que c'est une éponge, ça veut dire quoi exactement? Alors, c'est une image qui parle à tous, mais alors plus concrètement, c'est le fait que quand les pluies tombent, et en plus elles tombent de manière torrentielle en milieu tropical, elles sont dans un premier temps retenues par les feuilles, donc elles vont un peu moins vite, et au lieu d'aller glisser sur le sol directement et d'aller dans le lagon, elles vont d'abord être interceptées par les feuilles des arbres, tomber plus doucement au sol et s'infiltrer grâce aux racines des arbres et au fait que sous la forêt, en fait, le sol est moins compact, ce qui permet à l'eau en fait de s'infiltrer et ensuite d'alimenter, d'être progressivement relarguée dans les rivières. Voilà, sur toute l'année. Et c'est commun à tous les territoires, la forêt permet de retenir l'eau partout? Oui, alors ça dépend de la quantité d'eau qui tombe sur le territoire. Si on est dans un territoire très sec, on peut arriver à une situation où les arbres sont en concurrence en fait, puisque les arbres ont besoin d'eau. Mais là, dans le cas de Mayotte, la pluie est plus que satisfaisante en saison des pluies. Il tombe bien plus que 500 mm de pluie par an, ce qui est en fait le minimum pour pas être entré en compétition. Donc on n'a pas ce problème-là de compétition. Au contraire, en fait, les arbres nous aident puisqu'on a ce problème de saison très marqué, avec une saison sèche. Les arbres permettent de retenir l'eau pour pouvoir en avoir à une autre période, pendant toute l'année. Donc c'est une chance que l'on a à Mayotte, donc d'où l'importance de préserver cette forêt. C'est une solution tout à fait pertinente pour Mayotte. Ouais. Pourquoi la forêt permet à l'eau de ne pas ruisseler? Alors là, ça demande quelques explications. Oui, alors le ruissellement, c'est ce que j'évoquais, c'est le fait de tomber sur le sol et de glisser en fait en emportant de la terre. Ouais. Et donc, en effet, ça fait un peu écran. Donc, si la goutte, au lieu de tomber directement sur un sol nu, elle tombe sur des feuilles, elle va pas arracher la même quantité de terre, elle va tomber plus doucement, elle va s'infiltrer, comme je l'évoquais, grâce aux racines. Ouais. Chanrani, en 2017, le conseil départemental a validé le programme de reboisement des bassins versants des rivières. Vous avez mis beaucoup d'argent, le conseil départemental a mis beaucoup d'argent sur ce programme? Oui, effectivement, et donc une délibération a été prise. Donc là-dessus, c'est normalement reboiser 121 000 hectares échelonnés sur 10 ans. Ouais. Donc ça va se faire en tranches. Ouais. Et donc là, c'est des fonds FEADER que le département va chercher. Donc l'Europe. Et l'Europe, évidemment. Et puis la part du département, c'est dans les 120 000 hectares, c'est 2 600 000 € qui sont mis quand même à table pour ça. Ouais. Le conseil départemental a lancé le schéma de restauration des rivières, donc là pour 2019. Vous en êtes où? Est-ce que c'est possible de faire un point là-dessus? Oui, donc plusieurs choses là-dessus. D'abord, je pense qu'il y a une étude de revitalisation le CDA, pareil, a délibéré là-dessus, qui va chercher dans les 130 000 €. Et puis, en ce qui concerne le schéma d'entretien des rivières, là-dedans, pareil, il y a en gros dans les 4,5 millions d'euros qui sont mis sur table. Donc, avec tout ça, on peut dire que tout ce qui est investissement et entretien, ça représente en général dans les 5 millions d'euros annuels. Donc, ce qui n'est peut-être pas suffisant, mais déjà, ça fera quelque chose. Ça ne sera jamais suffisant, surtout quand on manque d'eau. J'aimerais qu'on revienne justement sur le stockage de l'eau par la forêt. Jeannette, si on plante 1 hectare de forêt, on peut espérer de stocker combien d'eau en plus, en fait, pour 1 hectare? Voilà, d'après nos calculs, 1 hectare, ça représente 4000 m3 d'eau en rivière en saison sèche. Ensuite, cette eau, elle est captée. Donc après, ça dépend des rendements des outils qui vont permettre de pomper cette eau. Mais en soi, c'est 4000 m3 d'eau en plus en rivière. Pour 1 hectare? Pour 1 hectare. Et 1 hectare, ça suffira pas. Il faudra bien plus pour pouvoir alimenter de façon conséquente. On a réussi à chiffrer combien d'hectares il faudrait pour qu'on arrive à l'équilibre? Non, je vous avoue que j'ai pas fait le rapport, mais ce sera près de 1000 hectares. Enfin, c'est dans ces eaux-là en tout cas. Comment cette eau est restituée à la rivière, Naoirou?
Une fois que l'eau s'est infiltrée, on a comme une réserve dans le sous-sol. Et cette eau ressurgit avec la pression de l'eau dans le sol, et elle ressurgit sur les interstices des rivières, et ça forme la tête de la rivière en quelque sorte. Et on a de l'eau qui coule à certains endroits parce qu'il y a une poche d'eau qui a monté de volume et qui pousse sur le sol pour ressortir. Et c'est en fonction de la quantité d'eau à l'intérieur du sol qu'on a un débit d'eau plus ou moins important. C'est en fonction de l'eau qu'il y a dans la ressource. Jean-Rani, on est sur une île de 374 km², on est tous les ans de plus en plus nombreux, peu importe les raisons, le débat n'est pas ici aujourd'hui. Il faut donc se nourrir. Comment on peut arriver à faire cohabiter l'agriculture, l'eau, la forêt et ce besoin de planter pour pouvoir se nourrir? Effectivement, les conséquences sont là. On a nos forêts qui sont détruites parce que les gens cherchent des terrains agricoles. Et le département a toujours œuvré en matière de protection des forêts publiques, à ce que la double compétence, c'est-à-dire surveiller les forêts et en même temps accompagner les agriculteurs, puisqu'on a des agriculteurs qu'on connaît, qu'on accompagne dans l'agroforesterie, qui sont en limitrophes ou qui sont dans nos forêts, à ce qu'ils puissent avoir une manière de gérer. Ce qu'on ne connaît pas, évidemment, c'est très compliqué. Et comme je disais, le département a normalement, depuis des années et des années, reboisé des terrains. Et ces terrains-là qui reboisent parce qu'on était détruites. Donc c'est pour toujours garder cet équilibre entre ce qui se détruit et en même temps nous réagir derrière. Donc c'est pas facile, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument qu'on détermine des terres agricoles, puisque le département du foncier, peut-être qu'il serait possible aujourd'hui. Mais on en manque de foncier. De foncier, il en a peut-être agricole. Mais peut-être qu'on n'a pas allé trop loin à professionnaliser les agriculteurs, à essayer vraiment d'orienter les gens à occuper ces terrains-là, ce qui modifierait beaucoup les choses, sachant qu'il va falloir préserver les zones forestières. Et là, parce que peut-être qu'ils n'ont pas d'alternative, ils sont obligés d'aller dedans. Et malheureusement, en faisant les défrichements, donc on a des problèmes aujourd'hui qu'on connaît, donc de PADA, d'eau, de niveau d'eau qui baisse, des niveaux de rivières qui baissent, qui impactent largement aussi la Gaule. Mais alors, quelle est la meilleure solution? On nous dit, on va construire des retenues collinaires, il en faut combien? 3, 4, 5, 6? On va monter jusqu'à combien? Ou il faut replanter? C'est quoi la meilleure des solutions, Naouirou? C'est le mariage entre les deux qui... Il faudra les deux. Pour moi, c'est le mariage entre retenue collinaire et replantation, pour la simple raison, c'est qu'on vient de voir tout à l'heure que c'est grâce au couvert végétal qu'on facilite l'infiltration de l'eau dans le sol. Mais il nous reste également une partie de l'eau qui va ruisseler et qui va partir à la mer. Pour éviter que cette eau nous échappe, il faut la stocker quelque part. C'est mieux de la stocker quelque part. Donc, une retenue collinaire nous permet de stocker cette eau. Et lorsqu'on est en saison sèche, parce que les débits des rivières, aujourd'hui, on constate, dès qu'il ne pleut pas, les débits de rivières baissent très vite. Et donc, on le compense par les retenues collinaires. Donc, malgré le reboisement, il faut des retenues collinaires pour permettre de compenser le débit qui manquerait dans les rivières. Par contre, c'est très important que tout un chacun, quand on parle de reboisement, il faut que tout un chacun se mette dans sa tête qu'on a besoin d'eau. Donc il y a certains endroits, comme il a dit, il faudrait qu'on définisse les endroits où on reboise parce qu'on a besoin d'eau et les endroits où on va pouvoir faire de l'agriculture et qui ne nuirait pas à notre ressource en eau. Les bassins d'alimentation des captages, on les connaît. Bien sûr. Et donc, à partir de là, on les définit, on dit que ça, c'est les bassins d'alimentation des captages. Et après,
on permet aux gens d'aller cultiver ailleurs que dans ce bassin. Mais il faudra du temps, on est très très en retard, mais en 2 mots, il faudra du temps. Que ce soit pour construire une retenue collinaire ou pour replanter une forêt, dans tous les cas, il nous faudra du temps. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On commence. Ouais, mais commencer, ça va pas faire retenir la pluie sur nos terrains. Maintenant, on commence à faire, et puis on trouve d'autres solutions. Il y a d'autres solutions pour trouver de l'eau. Les forages. Eh oui. On peut trouver de l'eau. Par contre, les forages, là aussi, ça dépend de l'infiltration de l'eau dans le sol. Forcément. Après, on peut trouver des solutions alternatives comme le dessalement. Qui coûte très cher. Qui coûte très cher. Mais qui n'est pas fiable tout le temps. Il y a des usines qui ont du mal à démarrer. Hein. On sait faire. Techniquement, on sait faire. On trouve les solutions pour faire bien. Et pas dans l'urgence. Parce que si vous me dites qu'il y en a qui ne fonctionnent pas, bon, ça a été peut-être fait dans l'urgence, mais je pense que si on fait les études nécessaires, au bout de 3 ans, je pense qu'on peut sortir une usine de dessalement. On consomme combien d'eau par an au robinet ? L'eau du robinet, en fait. Hein. À peu près 8,5 millions de mètres cubes par an sont consommés à Mayotte, ce qui représente 34 à 36 000 mètres cubes par personne aujourd'hui recensés. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est 4 fois plus qu'en métropole. Donc il y a peut-être un petit souci. Oui, c'est clair. Voilà, c'est juste... Oui, il faudra peut-être y répondre un jour à cette question. Voilà. Si on augmente le couvert forestier de 10%, quel sera l'impact pour les rivières ? Eh bien, on peut dire que ça sera 10% d'eau en plus, donc environ entre 400 000 et 500 000 mètres cubes en plus. Ouais. Ce qui correspond quand même, il faut le dire, 400 000 mètres cubes, c'est la consommation de la petite terre. C'est incroyable. Juste parce que c'est vrai que c'est des chiffres et voilà. Alors il faut qu'on trouve des solutions pour nous aujourd'hui, mais il faut aussi d'ores et déjà penser aux solutions pour que nos enfants puissent boire aussi et avoir de l'eau à terme. Ça sera dans quelques années. Peut-être que nous on le connaîtra pas, mais il faut le faire pour nos enfants parce que eux, ça sera bien pire que nous. Quel héritage on risque de leur laisser. En tout cas, merci beaucoup, Jeannette, d'être venue sur ce plateau. Et merci parce que vous répondez à chaque fois qu'on a besoin de vous. Vous venez sur ce plateau et je tenais à vous en remercier. Merci également à Nawirou Vita d'être venu sur ce plateau. Merci à Charani qui, encore une fois, est venu sur ce plateau. Merci également à vous, Anne-Constance. Merci à toute l'équipe technique et à la rédaction, Pierre Bellucci et Daniel Dunon qui nous font à chaque fois des reportages. Ousmane et Daniel en régie. Moi, je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE parce que agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Ciao.